La rentrée scolaire 2013-2014 est effective ce lundi sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Écoliers et élèves ce matin se sont rendus dans leurs établissements scolaires et secondaires pour les premiers contacts avec leurs enseignants. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 16 septembre 2013, la 26e journée internationale pour la protection de la couche d'ozone. Cette journée commémore la signature en 1987 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Et puis en sport, football, les éléphants connaissent leur adversaire pour le dernier tour éliminatoire zone Afrique pour le mondial au Brésil. Il s'agit des Lions du Sénégal. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi au Caire en Égypte au siège de la CAF. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Nous émettons à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La rentrée scolaire 2013-2014 est effective ce lundi sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Écoliers et élèves ce matin se sont rendus dans leurs établissements scolaires et secondaires pour les premiers contacts avec leurs enseignants, également pour les premiers cours, le constat de doigts des lasers. Top départ pour la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Dans les établissements primaires et secondaires d'Abidjan, enseignants et élèves ont répondu présents à l'appel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour la reprise effective des cours. À l'école primaire publique Sadiro Dano-Pierre d'Aboubou Baoulé, toutes les dispositions sont prises pour faciliter la rentrée scolaire. Selon le directeur général de cette école primaire, sur un effectif de 460 élèves, plus de 300 sont déjà inscrits et sont présents pour les cours. J'ai déjà donné les dispositions à prendre aux enseignants, à savoir être à l'heure à 7 heures. J'ai donné le matériel que nous avons reçu, les cahiers journaux, le petit matériel de travail. En tout cas, j'ai donné tout ce qu'il faut pour pouvoir être à l'aise à la rentrée. Je pense que le message est passé. Au lycée classique d'Abidjan, le constat est le même. Les élèves sont en classe et le proviseur de cet établissement dit être satisfait du démarrage effectif des cours. Vous avez dû constater comme moi que les profs sont en classe, que les élèves sont en classe. C'est vrai qu'il y a des retardataires, des parents qui se sont inscrits en ligne, qui n'ont pas encore pu faire tout le nécessaire. Mais je crois pouvoir dire que les cours ont effectivement commencé au lycée classique d'Abidjan. D'autres parents d'élèves continuent de remplir les formalités d'inscription de leurs enfants au lycée classique. Ils souhaitent que les élèves regagnent très rapidement les classes. Je suis venue faire l'inscription de ma fille qui est en première cette année. On va se battre comme il faut pour pouvoir avoir toutes les fournitures pour les enfants pour qu'ils puissent passer une bonne année scolaire. Après 3 mois de vacances, les élèves de Côte d'Ivoire ont regagné les classes et les inscriptions se poursuivent jusqu'au 24 septembre prochain. Après Abidjan, rendons-nous dans la localité de Dabakala, précisément à Naolo, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, pour parler d'éducation. La rentrée scolaire s'est effectuée dans cette partie du pays, mais non sans difficulté pour Naolo, parce que l'école est dans un état de délabrement. Peuplé de plus de 2000 âmes, Naolo est situé à 22 km de Boniéré-Dougou, son chef-lieu de sous-préfecture, et à 34 km de Dabakala. À quelques heures seulement de la rentrée des classes 2013-2014, l'école de Naolo présente un visage plus que pitoyable. Le logement du directeur, la cantine de l'école, la véranda du bâtiment B de l'édifice scolaire servent d'hôtel de luxe aux ovins et caprins du village. À 10 mètres de ces lieux, les odeurs suffocantes vous agressent. Toits percés par endroits, plafond en suspension, toilettes faisant partie seulement du décor. Tel est l'aspect de l'école de Naolo. On dit que notre école est subventionnée, que cette subvention-là, on doit prendre pour arranger l'école. On est reçu auprès des grands frères, des cadres de village pour nous aider, pour venir nous soutenir, puisqu'on ne pourra pas s'occuper de l'école. Ils nous disent à chaque moment, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, donc il n'y a personne pour nous aider. Créée en 1968, l'école de 6 classes de Naolo compte 237 élèves encadrés par 6 instituteurs et deuxième meilleur centre d'examen
avec 69% d'admis à l'entrée en 6e session 2012-2013. Et c'était un reportage de Kwadjo Kwame de RTI Bouakechi. Dans l'actualité ivoirienne, le président Alassane Ouattara est épuisé à Abidjan après des visites qui l'ont conduit au Nigeria et au Togo. Le chef du gouvernement a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Il a ensuite eu droit aux honneurs militaires au Nigeria. Il est allé parrainer la sortie de promotion du 60e coup des officiers. Il a été élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de défense de Kaduna. Au cours de son séjour togolais, qui était une visite de travail et d'amitié, les présidents Ouattara et Gnassingbé ont échangé sur les questions relatives à l'intégration sous-régionale. Viviane Aïmer. À son arrivée la veille à Lomé, le chef de l'État ivoirien avait, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, exprimé son soutien au chef de l'État togolais, le président Faure Gnassingbé, pour la transparence des récentes élections législatives. Ce dimanche, c'est dans une ambiance cordiale que les deux chefs d'État se sont retrouvés au palais présidentiel pour échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun se rapportant à la sous-région et la région ouest-africaine. Il s'agit notamment de la question du financement à long terme des économies de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en partage le franc CFA. Le président Faure Gnassingbé étant le président en exercice de l'Union monétaire, le président Alassane Ouattara étant désigné par ses pairs pour trouver des financements pour les pays de l'UEMOA. Je voudrais aussi dire à quel point nous avons été impressionnés par les trois responsables de nos institutions qui font un excellent travail et je crois que les pistes qui ont été dégagées nous rassurent que très rapidement nous pourrons développer comment mettre des ressources additionnelles à la disposition des États pour accroître les taux de développement, mais surtout pour faire aussi beaucoup plus de social, car c'est ce que nous entendons partout. Bon, la croissance c'est bien, mais et le quotidien. Et donc nous rassurons nos concitoyens que c'est sur le quotidien de chaque Togolais, de chaque Ivoirien, de chaque Sénégalais, de chaque citoyen de l'UEMOA que nous travaillons en ce moment et grâce donc à la compétence de ces responsables et de leur engagement, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Plaisir et l'honneur d'accueillir mon frère et ami, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Et j'ai pu lui dire, au nom du gouvernement du peuple togolais, nos sentiments de gratitude et de reconnaissance. Quelques jours avant les élections législatives au Togo, en compagnie de son homologue du Nigeria, le président Alassane Ouattara était venu rencontrer la classe politique et aplanir ou bien lever les derniers obstacles à la tenue de ces élections. Dieu merci, ces élections se sont déroulées dans un climat apaisé, sans violence et dans des conditions de transparence et de démocratie qui ont été reconnues par tout le monde. Quant à l'UEMOA, je crois que la situation dans notre Union économique et monétaire est satisfaisante du point de vue des taux de croissance qui sont tous bien orientés, puisque nous sommes en moyenne au-delà de 5%, mais nous pensons qu'il faut faire des efforts complémentaires pour passer la barre des 7%. Et donc, le président Alassane Ouattara, à la demande de notre conférence, mène des réflexions pour voir comment nous pouvons faire pour mieux financer nos économies. Les deux chefs d'État ont aussi examiné des questions d'ordre économique se rapportant à la CEDEAO et qui seront débattues lors du prochain sommet de l'organisation qui se tiendra à Dakar au mois d'octobre. Également la question du financement des élections présidentielles en Guinée-Bissau au mois de décembre prochain. La concertation des deux chefs d'État a débouché sur un accord de principe que l'UEMOA participe au financement de ces élections. Entretien et déjeuner en tête-à-tête entre les deux présidents. Le président de la République, Alassane Ouattara, a ensuite pris congé de son hôte.
Autre information, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était hier sur l'autoroute du Nord sur l'axe Yamoussoukro-Sengrobo. Il est allé constater l'évolution des travaux en cours sur ce tronçon. Le chef du gouvernement ivoirien soutient après cette visite que l'axe Yamoussoukro-Sengrobo sera fonctionnel en décembre prochain. Chantal Eouman à Kanda. 166 milliards de francs CFA, c'est le coût global des travaux de la nouvelle autoroute du Nord, l'axe Sengrobo-Yamoussoukro. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, à la fin de sa visite pour le constat de l'avancement des travaux, a annoncé l'ouverture prochaine de cette route. Il faut qu'on s'assure que les choses seront bien prêtes pour le 11 décembre. Nous avons fait cette visite et disons que on peut dire qu'effectivement les choses seront prêtes pour le 11 décembre. En ce sens que sur le tronçon que nous avons vu, les 86 km, donc entre Yamoussoukro et Sengrobo, les travaux sont avancés, disons qu'à 95%. L'autoroute du Nord sera une voie à péage. Des dispositifs sécuritaires seront pris. Le président a demandé pour que ça puisse marcher le péage, que nous puissions travailler d'ici à Sengrobo, de manière à ce qu'on ait une autoroute totalement neuve, qu'on aura donc globalement d'Abidjan à Yamoussoukro sur une autoroute totalement neuve. C'est un exploit important à accomplir et surtout aussi sécuriser la voie et permettre une circulation rapide, puisque les gens, quand ils payent, il va y avoir pas de policiers, pas de gens sur la route, de manière à ce qu'ils puissent rouler rapidement. L'État va réhabiliter également l'ancienne autoroute de la GESCO à Sengrobo. Selon le ministre des Infrastructures, cela va permettre la rénovation complète de l'autoroute du Nord. Le chef de l'État a souhaité que on ne puisse livrer une autoroute neuve avec une ancienne autoroute qui est dans un état de dégradation avancée. Donc il a souhaité que le premier tronçon qui part ici de GESCO jusqu'à Sengrobo soit également réhabilité. Et je crois que le plus grand défi, c'est là, puisque nous avons pratiquement 2 mois et demi pour réhabiliter 140 km. Et je crois que les efforts de mes collaborateurs et moi-même et tout le monde vont se concentrer sur ça pour que l'ensemble du tronçon soit effectivement prêt pour le 11 décembre. Avec l'ouverture de cet ouvrage, les usagers pourront emprunter ce tronçon pour effectuer leur voyage dans de meilleures conditions. Deuxième grand titre de cette édition, le monde entier célèbre aujourd'hui 16 septembre 2013 la 26e journée internationale pour la protection de la couche d'ozone. Cette journée commémore la signature en 1987 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, un fragile écran de gaz qui protège la Terre des rayons dangereux du Soleil et préserve ainsi la vie sur notre planète. Nous vous proposons maintenant le message du gouvernement avec Gabriel Zani. Le réfrigérateur, l'air conditionné libère des molécules qui détruisent la couche d'ozone. À côté de cela, le protoxyde d'azote, un pesticide utilisé dans l'agriculture, est le gaz qui menace fortement cette partie de l'atmosphère. Ces dangers sont réels, le réchauffement climatique en est la preuve. C'est pourquoi, cette année, les pays ont décidé de s'impliquer davantage dans la protection de la couche d'ozone. La Côte d'Ivoire aussi. La protection de la couche d'ozone a de multiples bienfaits pour la diversité biologique, la santé, l'économie, le changement climatique. Les résultats positifs obtenus jusqu'à présent, grâce à l'application du protocole de Montréal, sont remarquables. Environ 98% de réduction de la production de la consommation des substances chimiques réglementées sont atteints. Cependant, il est essentiel d'accroître la visibilité du protocole de Montréal, non seulement au niveau international, mais aussi et surtout au niveau de l'agenda national. Distingué par 2 fois par le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour ses efforts en faveur de la protection de la couche d'ozone, la Côte d'Ivoire doit encore relever d'autres défis. Il s'agit de l'élimination des hydrochlorofluorocarbones, les HCFC, substances chimiques utilisées dans les centrales de climatisation et entrepôts frigorifiques. Concernant cette préoccupation, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a déjà élaboré un projet d'élimination dont le financement a été approuvé par le comité exécutif
du fonds multilatéral. La protection de notre atmosphère doit rester une obligation selon le ministre, car la couche d'ozone protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets nocifs émis par le soleil. Tout à fait autre chose et parlons avec Patricia Mouetia de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le thème cette année est soutenir l'allaitement aux côtés des mères. Doubler le taux de l'allaitement d'ici 2020. Tel est l'objectif de la direction de coordination du Programme national de nutrition. En Côte d'Ivoire, 12% des femmes allaitent correctement leurs enfants. Depuis 6 mois, je donne le lait. Ça fait que mon enfant évolue vite dans la forme et il ne tombe pas malade comme ça. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel vise la mise en œuvre d'actions concrètes pour une plus grande sensibilisation des populations. C'est important que la mère puisse donner le sein exclusivement pendant 6 mois avant que d'autres aliments puissent prendre le relais. C'est vraiment essentiel. Donc c'est l'objectif, n'est-ce pas, de cette campagne. Protéger l'enfant, protéger la mère. Surtout ça, vous savez, protéger l'enfant, protéger la mère conduit automatiquement à lutter contre la mortalité maternelle et infantile. La sensibilisation va toucher l'ensemble des populations sur le territoire national. Démarrée le 14 septembre, la campagne sur l'allaitement maternel s'achève le 21 septembre 2013. Et restons toujours dans le domaine de la santé des femmes en nous rendant en Allemagne où l'on vient d'ouvrir dans la banlieue de Berlin une clinique pour des soins aux femmes qui ont subi des mutilations génitales. À regarder. Dans la banlieue de Berlin, c'est une première. Une clinique entièrement dédiée aux femmes excisées. Chirurgie réparatrice, soutien psychologique, ici, la prise en charge est globale. Senet Denissé vient d'Éthiopie. L'excision, elle vit avec depuis son plus jeune âge. J'étais dans un coin, je regardais. Je me souviens d'une fille qui saignait. Après, ils l'ont endormie et ils se sont approchés de moi et voulaient me couper. J'étais petite, je me suis mise à courir, ils m'ont rattrapée et après, je ne me souviens de rien. L'âme du lieu, c'est elle, Waris Dirié, une habituée des flashs. Ancien mannequin, actrice et une notoriété qu'elle a mise au service de la lutte contre l'excision. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un commencement, c'est un grand jour. La clinique porte le nom de son autobiographie, Fleur du désert. L'histoire d'une jeune Somalienne excisée à l'âge de 5 ans, son histoire. À l'heure de prendre la parole, le sourire cède devant les souvenirs qui remontent. Quand on se marie, nous, les femmes mutilées, il n'y a rien, aucune joie. On souffre quand on fait l'amour, on souffre quand on accouche, on souffre pour tout. Je ne comprends pas comment quelqu'un a pu imposer ça au nom de Dieu. Et Waris Dirié de rappeler ce chiffre, 3 millions, le nombre de fillettes excisées chaque année. Le comité national de surveillance de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par Mme Dominique Ouattara, et le comité interministériel organise depuis ce matin un atelier pour renforcer les connaissances des travailleurs sociaux sur la problématique des filles femmes de travail des enfants pour leur permettre d'être davantage efficaces sur le terrain. Les lois adoptées par l'Assemblée nationale sur la nationalité et la patrie ont été l'objet d'une émission hier sur Radio Côte d'Ivoire avec pour invité le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Coulibaly Nyedemon. Il a expliqué les motivations de ces lois et leur impact sur la vie de la nation. Léon Broukwame. La terre appartient à l'Ivoirien qui l'a fait immatriculer comme en étant le propriétaire. Réponse du ministre en charge de la Justice à Radio Côte d'Ivoire, de savoir qui peut prétendre détenir une terre en Côte d'Ivoire. L'invité de l'émission Question des temps nouveaux explique qu'il faut pour cela avoir un titre foncier. L'acte est établi sur présentation d'un certificat foncier, lui aussi obtenu après enquête à la suite de la déclaration par l'intéressé de sa terre. Une précision, les non-ivoiriens ne peuvent se faire établir de titre foncier, même sur les terres qu'ils auraient acquises et mises en valeur. On ne peut pas être propriétaire d'une terre si on n'est pas ivoirien. Être ivoirien,
Ça ne veut pas dire être d'une région de la Côte d'Ivoire précise où il y a la terre. Mais si vous n'êtes pas ivoirien, vous ne pouvez pas demander à être propriétaire. Vous pouvez demander à être locataire. C'est la loi. Il ne faut pas confondre propriétaire et utilisateur. Sur les obstacles à l'immatriculation des terres villageoises, le ministre Nyedema Coulibaly rassure, le mécanisme de mise en œuvre de la loi sur le foncier rural va prévoir des allègements de la procédure. Il s'agit d'interventions de l'État pour réduire les frais et les délais d'immatriculation de terres. Il s'agit là plutôt de la loi sur le foncier rural et nous allons rester avec Léon Brou Kwame qui nous dit que les lois adoptées par l'Assemblée nationale sur la nationalité et la pratidie ont été bien sûr l'objet d'une émission. C'était sur Radio Côte d'Ivoire hier avec pour inviter le ministre Coulibaly Nyedema. Il a expliqué les motivations de ces lois et leur impact sur la vie de la nation. 2 ans pour le citoyen né sur le sol ivoirien ou l'étranger marié à une ivoirienne d'acquérir la nationalité ivoirienne s'il le désire. Ces dispositions transitoires sont contenues dans la loi de 2013 sur la nationalité. Une loi prise récemment dans l'esprit des accords de l'INAS Marcoussi, selon le ministre en charge de la Justice, pour régulariser la situation d'une catégorie de personnes vivant en Côte d'Ivoire. Les personnes nées sur le sol ivoirien entre donc 1960 et 1972 peuvent à nouveau faire la déclaration. Les personnes qui en 1961 étaient majeures et résidant en Côte d'Ivoire, même de parents étrangers, peuvent faire la déclaration pour être ivoiriens. Ceux qui sont résidents en Côte d'Ivoire de manière continue depuis donc de longues années avant l'indépendance peuvent faire la déclaration pour être ivoiriens. Sur l'apatridie, situation de certaines personnes de n'être rattachées à aucun pays, même la Côte d'Ivoire où elles vivraient, le garde des Sceaux explique que cette loi est opportune. Une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son citoyen. Ça ressemble à de la fiction, mais ça existe. Ça peut être du fait que vous ne savez pas quels sont vos liens avec l'État, pour cause de guerre, pour cause de déplacement de population ou autre, ou simplement parce qu'un État a décidé de vous retirer la nationalité que vous avez. Donc c'est un cas tellement classique et commun qu'on ne peut pas comprendre qu'un État ne daigne pas adhérer au mécanisme garantissant donc l'exclusion de cette situation. Combien sont les personnes visées par les lois sur la nationalité et l'apatridie? Le ministre répond qu'aucun chiffre ne peut être disponible avant l'application de ces lois. Il indique toutefois que 900 000 personnes de la liste grise pourraient être concernées. Le ministre de la Justice confie qu'une commission paritaire gouvernement-parlement va suivre la mise en œuvre de ces lois pour éviter le bradage de la nationalité ivoirienne. La première dame de Côte d'Ivoire vient d'offrir du matériel médical à des centres de santé, des vivres et non-vivres aux personnes démunies de Guibérois dans la région du Go. Valeur du don, 16 millions de francs CFA. Francis Boifo nous en parle. Pour sa première sortie officielle à Guibérois dans la région du Go, l'ONG Vivre Bien a bénéficié du soutien de la première dame de Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a offert, à travers cette ONG, du matériel médical à des centres de santé, des vivres et non-vivres à des personnes handicapées et démunies, ainsi que du matériel de production à des femmes exerçant dans le vivrier. Le tout d'un montant total de 16 millions de francs CFA. Madame la Première Dame pense que la création d'une association en vue de fédérer toutes les couches socio-professionnelles de la région du Gord est une très bonne idée. Vivre Bien est une ONG qui lutte contre la pauvreté en milieu rural par la création et le financement d'activités génératrices de revenus. Elle œuvre également à l'amélioration du bien-être social par des dons. Il y a tout le monde dans cette ONG. Il n'y a pas de différence. C'est pour tout le monde. Ce n'a pas de couleur politique. Nous voulons aider nos semblables à vivre décemment. À l'occasion de cette cérémonie, Madame la Première Dame a fait don de matériel didactique aux élèves de Guibérois. Les bénéficiaires apprécient et souhaitent plus de sollicitude de la Première Dame. La maternelle Les Anges de Guibérois a besoin d'une clôture pour la sécurité des tout-petits. Je me tourne en fait
vers la bibliothèque de l'UEP, d'où nous tirons le savoir au travers de la lecture. Je voudrais que cette bibliothèque soit dotée de plusieurs ouvrages. Sokura est l'un des plus grands quartiers de Guibroa et ses enfants ont besoin d'une école primaire, de l'eau courante, de l'électricité pour leur bien-être. Pouati Chantal s'est engagée à rendre compte à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, des besoins exprimés par les élèves de Guibéroua. Les fils et filles de la région de la Maraoué veulent s'organiser pour le développement de leur localité. Ils ont eu une rencontre pour jeter les bases de ce développement. Témoin, Thomas Gessambi. Corriger le retard pris par la vieille ville de Boisflé et toute sa région sur le développement, c'est aujourd'hui la volonté et la préoccupation qui animent les fils et filles de cette région, soutenus par le tout nouveau conseil régional. Dans la dynamique, le conseil régional dirigé par le président Rich Moabi a organisé une rencontre avec les cadres et élus de la Maraoué. Les échanges à ce rendez-vous ont mis en relief la nécessité d'aller à la réconciliation et de créer un répertoire de compétences. Mais il a surtout été question pour le conseil de mettre sur pied un comité économique, social et environnemental régional pour répondre aux exigences du développement durable. La région de la Maraoué, grande zone forestière, productrice de café et de cacao, doit aujourd'hui relever les défis de création, de rénovation, d'infrastructures économiques. Conscient de toutes ces questions, le conseil régional veut aller vite et bien, mais en faisant une place de choix à la femme. Des responsabilités leur ont été confiées à l'occasion et les mois qui viennent devraient mettre en chantier la région. Le diocèse d'Abangourou a célébré cette fin de semaine les 50 ans de son existence. Des messes d'action de grâce ont été dites. L'évêque de ce diocèse, Monseigneur Boniface Ziri, a présenté chez les acquis et a annoncé les perspectives pour le prochain cinquantenaire du diocèse d'Abangourou. Eugène Atoubé. Les chants joyeux et animés des choristes depuis le début jusqu'à la fin de la messe d'action de grâce. Au collège Kirman, on donnait la dimension réelle de la célébration de 50 ans d'existence du diocèse d'Abangourou. Les fidèles venus de toutes les contrées composant le diocèse d'Abangourou, un peu trop froids durant toute la cérémonie, ont cependant démontré par leur très forte présence la maturité pastorale de leur diocèse. Les gens comprennent l'évangile et l'évangile c'est l'amour. C'est ce qui montre ce grand rassemblement aujourd'hui. Nous avons des jeunes prêtres qui sont très dynamiques, qui ont appris aux gens à aimer Dieu. Le jubilé d'or du diocèse d'Abangourou auquel ont assisté Anne-Désirée Oloto, représentant le président de la République Alassane Ouattara, l'honorable Emilienne Bobiassa, représentant Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, son éminence Bernard Cardinal Agré, plusieurs évêques, dont 2 venus de Ghana et 1 de France, a été un moment de réflexion profonde sur la marche de l'Église dans cette partie de la Côte d'Ivoire. À la lumière de l'Évangile de Saint Jean, en son chapitre 3, versets 13 à 17 et 20 à 30, Monseigneur Bruno Kwame a exhorté les fidèles à réécouter la parole de Dieu, à accepter Jésus-Christ, à aller vers la conversion afin, dit-il, de s'ouvrir les portes du salut. Exhortation, mais aussi message de la foi vivante qui trouve sa traduction dans l'engagement apostolique et missionnaire que prend l'actuel évêque du diocèse d'Abangourou, Monseigneur Boniface Ziri. Que tous les enfants de ce diocèse, les laïcs, les prêtres, les évêques, les religieux, religieuses, soient mobilisés pour porter très loin le flambeau que les pères des missions africaines de Lyon nous ont laissé. Deuxième défi que nous devons relever, c'est le défi de la planification de l'autonomie du diocèse. Autonomie en personnel, autonomie culturelle, autonomie financière et économique. Le diocèse d'Abangourou couvre les départements d'Abangourou, Bétié, Anibelekro, Kounfao, Ara et Bongwanou. De sa création en 1963 à ce jour, 5 évêques se sont succédés. Ce sont dans l'ordre leurs excellences Eugène Abissa, Laurent Yapi, Bono Kwame, Jean-Jacques Kofi et aujourd'hui Boniface Ziri.
En sport, ce lundi a eu lieu au Caire en Égypte au siège de la CAF. Le tirage au sort pour le dernier tour éliminatoire Zone Afrique pour le mondial au Brésil. Les éléphants footballeurs connaissent leur adversaire. Il s'agit des Lions du Sénégal. Ricardo Zama. Et revoici les Lions du Sénégal au travers du chemin des éléphants de Côte d'Ivoire, cette fois sur la voie conduisant au mondial de football de 2014. Le tirage au sort du dernier tour qualificatif en a décidé ainsi. Décision sans doute ahurissante pour les Lions du Sénégal, encore hantés par la défaite 0-2 d'octobre 2012 à domicile qui les avait privés de la CAN de 2013. Mais ce face-à-face Côte d'Ivoire-Sénégal n'est pas tout à fait réjouissant pour les Ivoiriens non plus, au regard du jeu poussif produit ces derniers temps par les hommes de Sabri Lamouchi. Quoi qu'il en soit, les dés sont jetés et la seule vérité qui compte reste celle du terrain. Comme en 2012, la première bataille aura lieu à Abidjan le 11 ou le 15 octobre et la manche retour 2 semaines plus tard, le 15 ou le 19 novembre à Dakar. Outre ce duel fratricide Côte d'Ivoire-Sénégal, l'Éthiopie joue le Nigeria, la Tunisie défie le Cameroun, le Ghana attaque l'Égypte et le Burkina Faso brave l'Algérie dans la même période. Un mot rapidement sur la crise syrienne pour terminer cette édition. Les enquêteurs de l'ONU vont remettre ce lundi leur rapport sur l'utilisation des gaz chimiques ou non par Bachar al-Assad contre son peuple au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.